Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là à cette conférence du collectif. Je ne sais pas c'est la combienième cette année-là, on en a eu plusieurs. Mais on a le plaisir d'accueillir à nouveau Charlie qui était venu nous faire une présentation avec Olivier, puis qui nous a fait une présentation de son projet de thèse dans le séminaire étudiant. Ensuite, on a eu le bonheur de voir Charlie dans différents congrès, colloques. Elle est très active, mais aujourd'hui, elle va nous parler d'autre chose, en fait, qui l'anime, et puis qui est un projet quand même, ben, pas quand même, qui est un projet très inspirant, qui s'appuie entre autres sur le fait qu'elle dirige une collection d'albums jeunesse en philo pour enfants, dont elle va nous parler. Je t'ai pas vraiment présenté, hein, Charlie, je pense, je pars du principe que tout le monde te connaît, là, mais pour les personnes qui la connaissent pas, c'est une doctorante en éducation qui est dirigée par Edwige. Et puis, elle est aussi professeure de philosophie au lycée. Puis, elle essaie d'intégrer le dialogue philo dans ce contexte un peu hostile au dialogue philo en général. Mais c'est un beau défi, des beaux projets. Puis aujourd'hui, elle va nous parler en fait de sa vision sur ce qu'est un livre qui fait penser. Hein, aussi, dans le cadre de sa collection, comment diriger une collection d'ouvrages qui ne sont pas à vocation, a priori, si j'ai bien compris, didactique, comme on peut le voir par exemple chez Lippmann. Donc, on est dans un autre regard sur la littérature jeunesse et la pratique du dialogue philosophique. On a bien hâte de t'entendre là-dessus. Charlie, je vais lancer le diapo. Tu me fais signe quand tu veux que je change de diapo. Les personnes qui n'interviennent pas, prière de fermer vos micros parce que parfois ça fait des retours de son. Sinon, Nadia Bélanger va s'en charger. Je t'avais pas avisé, Nadia, mais c'est une mission que je te donne si jamais. Alors, Charlie, quand tu es prête, tu as une Ok. heure à ta disposition. Tu veux avoir des questions, tu parles moins. Tu veux pas en avoir, tu meubles toute l'heure. Ça t'appartient. C'est toi qui décides. Alors, au plaisir de t'entendre. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis super contente d'être là, pour vous présenter un petit peu, mes réflexions sur cette question de qu'un livre qui fait penser et qui est une question sous-jacente en fait à mon travail, de directrice de collection, donc la collection Sages comme des images et je voulais me présenter en quelques mots. Oui, oui, tu peux changer la slide, dit Mathieu, voilà. En fait, je suis tombée dans la marmite, toute petite pour, citer, Obélix. C'est-à-dire que la littérature jeunesse, vraiment, j'ai beaucoup C'est apprécié toi à depuis que je droite, ça, suis ou et oui, c'est moi, Ah toute ouais, petite patiote et en fait, juste à côté, vous avez, une dédicace que j'ai reçue d'un auteur illustrateur qui s'appelle Pef, un illustrateur pour, enfants et en fait, j'avais été le voir un salon du livre, jeunesse, et comme j'étais peut-être tellement contente de pouvoir aller le voir, le rencontrer enfin, que je lui avais créé un petit livre que vous avez sur les pages juste à côté. Remets la slide s'il te plaît Mathieu, juste avant. Non, non, avant, voilà et donc vous pouvez remarquer déjà que c'était marqué édition Renard, hein, quand j'avais 6 ans, mais déjà j'avais l'envie de travailler dans l'édition jeunesse, voilà. Bon, c'était juste un petit clin d'œil pour vous montrer que parfois il y a des choses à rebours qui prennent sens, voilà. Bon, maintenant, juste aussi quelques mots sur mon parcours. Tu peux passer à la slide suivante, Mathieu. Juste quelques mots pour vous dire, bah, d'où je parle, d'où je viens. Donc effectivement, comme l'a dit Mathieu, je suis enseignante de philosophie, depuis 17 ans, en lycée, donc dans le secondaire. J'ai fait une reprise d'études en même temps que je travaillais en 2017-2018 pour faire le DU, le diplôme universitaire créé par Edwige, de formation à l'animation d'ateliers philo pour enfants. Ensuite, j'ai enchaîné avec un master littérature jeunesse, et j'ai fait un mémoire toujours dirigé par Edwige, sur, les romans dystopiques pour apprendre à philosopher et puis, bah, maintenant je suis en thèse de doctorat effectivement, donc en sciences de l'éducation et puis, bah, parallèlement juste après, ce master littérature jeunesse en fait, j'ai eu la chance qu'on me propose à la fin de l'année, créer une collection philo, dès l'enfance. C'était une des étudiantes, de ce master qui avait déjà créé depuis 1 an en fait sa collection, enfin sa maison d'édition. C'est Laetitia Véniat, et donc qui a créé Bel et Bien et qui, me propose à la fin de l'année, «Dis donc ça te dirait de faire une collection philo dès l'enfance?» Bah, j'ai sauté de joie, j'ai dit: «Bien sûr», voilà, c'était un rêve qui se réalisait. Alors, on peut continuer donc du coup, la première question que j'essaye d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un livre qui fait penser?
Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un chemin de fer que vous avez à gauche là, c'est-à-dire c'est le travail réalisé avec l'illustratrice, où on élabore la création de l'album, à quelque chose qui va réellement faire penser les enfants. Là, vous avez une photo où je suis en train de faire de la philosophie avec des enfants autour de Juste un caillou, qui est un des livres de la maison d'édition. Et donc ici, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par une réflexion épistémologique sur la médiation philosophique par le livre. Alors, à quoi je fais référence ici? En fait, je vous propose qu'on réfléchisse ensemble et qu'on analyse les conditions de possibilité et les modalités de l'activité de la philosophie ou du philosophé à travers le médium du livre. Notamment, on le verra à travers l'album jeunesse. Donc, il ne s'agit pas simplement de se demander comment raconter une histoire qui introduit des notions philosophiques, mais bien de questionner les spécificités de la lecture, en particulier la lecture d'albums, comme expérience philosophique et comme outil de médiation. Alors d'abord, commençons par se demander quel est le statut épistémologique de la lecture dans la formation à la pensée philosophique. En général, quand on fait des études de philosophie, par exemple au secondaire ou à l'université, en fait, la philosophie commence par la plupart du temps par la lecture. Les philosophes se situent toujours par rapport aux textes qu'ils lisent, comprendre, expliciter, commenter, critiquer. La lecture philosophique, elle est essentielle. Et finalement, un philosophe, il existe pleinement que par la lecture philosophique de ses pairs et il se situe toujours il écrit toujours par rapport à d'autres lectures. Et la lecture philosophique, c'est pas simplement une lecture de contenu de texte, des idées qu'on trouve dans le texte, mais c'est aussi une lecture de la manière dont ces idées sont exposées, c'est-à-dire l'ordre, l'agencement, leur enchaînement. Mais avant d'étudier ce contenu et l'agencement de ce contenu, l'expérience première de la lecture, c'est d'abord une rencontre avec un objet, même numérique, parce que maintenant on lit de plus en plus via des tablettes, des liseuses ou l'ordinateur. Mais c'est quand même une rencontre avec quelque chose. Et donc cette rencontre, elle conditionne en quelque sorte ensuite l'appréhension du texte. Je veux bien que tu passes la diapo, s'il te plaît, Mathieu. Donc, par exemple, si on prend ces classiques de philosophie que j'ai étudiés à l'université, la critique de la raison pure de Kant ou la phénoménologie de l'esprit de Hegel, on peut voir déjà que d'un point de vue éditorial, quand on regarde la couverture, ça nous dit un petit peu quelque chose du contenu qu'on va avoir. On se dit ça va être un peu sérieux quand même, par la police qui est utilisée, par les couleurs qui sont utilisées. Et je veux bien que tu passes. Si par contre j'avais vu ces couvertures-là, forcément, j'aurais pas eu la même appréhension de ces livres-là, parce que Kant, il est plutôt perçu comme un penseur complexe et difficile, et la critique de la raison pure, c'est un ouvrage qui est dense, qui est philosophique et très abstrait. Hegel, c'est pareil, il est réputé pour sa profondeur, pour son approche systématique de la philosophie. Et donc, du coup, utiliser une police, une typographie comique, une image décalée, ça peut induire un effet de désacralisation de l'ouvrage. Le sérieux du contenu se retrouverait d'un coup sous un regard ironique ou ludique, et ça pourrait suggérer que la philosophie, même celle de Kant et de Hegel, elle peut être abordée de manière plus légère ou tout du moins questionner le sérieux habituel associé à ces grands textes philosophiques. Et donc changer le format ou la présentation d'un texte philosophique, comme la critique de la raison pure ou la phénoménologie de l'esprit, ça peut transformer radicalement l'expérience de la lecture ou de la compréhension. Et donc ça questionne à la fois le rapport à la philosophie et le caractère sacré, parfois, qu'on donne, ou hermétique à ces textes. Je veux bien que tu changes la diapo. Et donc ici, j'ai fait la même chose avec la police utilisée. Très rapidement, on va regarder, mais vous voyez, c'est exactement le même texte à gauche et à droite. Et on voit bien que selon la police qu'on utilise, je suis sûre que vous n'auriez pas forcément la même impression, la même émotion face à ce texte. Et sans doute que vous vous engageriez pas de la même manière vis-à-vis de la compréhension et de l'étude de ce texte. Et donc, la question, ce serait intéressant de comparer. Est-ce qu'on lirait ces deux textes-là, qui sont, du point de vue du contenu, les mêmes, de la même manière? Est-ce qu'avec certaines polices, ce serait pas plus facile? Ou alors, avec certaines polices, est-ce que ce serait pas plus sérieux? Donc, on est vraiment dans le rapport A, qui est quelque chose qui me travaille beaucoup en général, cette question des rapports A. Je veux bien que tu continues. Et donc, du coup, là, ce que je vais essayer de vous proposer, en fait, c'est une approche de la philosophie à partir des théories de la réception. Donc, en littérature, on parle de théorie
théorie de la réception, quand on considère la lecture non pas simplement comme quelque chose de passif que le lecteur reçoit, mais la lecture comme un processus dynamique dans lequel le lecteur il joue un rôle essentiel dans la construction du sens. Alors, il y a notamment un auteur comme Isère ou Umberto Eco, que vous connaissez peut-être. Et pour ces auteurs-là, un texte littéraire ne véhicule pas un sens figé, mais il sollicite une interprétation active. Le lecteur, il l'anticipe, il comble les lacunes et il actualise ce qui demeure implicite. Et de même, pour cette théorie de la réception, l'incomplétude, c'est une caractéristique fondamentale des œuvres littéraires. C'est notamment quelque chose que dit Bayard, et notamment, certains éléments restent en suspens. Par exemple, si on prend un roman, ça va être le passé des personnages, des lieux qui ne sont pas décrits, des pensées implicites. Et ça crée ce qu'on appelle des blancs. Et en allemand, Leerstelle. Et donc, selon Isère, qui a créé ce terme de blanc dans un texte, eh bien, le lecteur est amené à combler ces blancs. Et donc, finalement, cette absence d'information, c'est pas un manque, mais c'est un dispositif qui stimule l'engagement interprétatif. De toute façon, ce serait pas du tout intéressant qu'on nous dise tout dans une histoire. Vous imaginez s'il fallait tout décrire, finalement, on n'aurait jamais fini de d'écrire le livre, finalement. L'interprétation du lecteur, et donc elle dépend aussi de son horizon d'attente, c'est-à-dire des représentations et des conventions qu'il mobilise avant même d'ouvrir le livre. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. En fonction de la couverture, on n'a pas les mêmes horizons d'attente. On ne s'attend pas à un même type de texte, à un même type de lecture et du coup un même type de compréhension ou d'activité. Et donc chaque lecteur aborde un texte en fonction de son expérience, sa culture et de ses codes littéraires qu'il connaît. Je veux bien que tu continues. Alors, du coup, l'idée, c'est que la lecture, c'est une négociation continue entre le texte et son lecteur. Et cette dynamique dont je vous parle tout à l'heure, l'idée qu'il y a une co-construction du sens, que le texte soit marqué par son incomplétude, qu'on a une horizon d'attente en tant que lecteur, toute cette dynamique, c'est au cœur de ce qu'on appelle le pacte de lecture. Alors, la notion de pacte de lecture, notamment, Martha Nussbaum, la philosophe, elle a voulu l'appliquer au texte philosophique. Et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup inspirée aussi dans ma démarche. Et donc, c'est quoi le pacte de lecture? C'est un accord tacite entre l'auteur et le lecteur sur la manière dont le texte doit être lu. Et justement, parce qu'il y a cet accord, on peut aussi jouer sur cet accord et on peut finalement bousculer un petit peu la lecture pour le lecteur et qu'il soit étonné. Vous verrez que la question de l'étonnement est cruciale aussi dans ma démarche. Et donc, ce pacte définit le statut du texte, par exemple s'il s'agit d'une fiction, d'un essai ou d'un témoignage. Il oriente les attentes du lecteur. Je m'attends à du suspense dans un roman policier, je m'attends à de la réflexivité dans un essai philosophique, ou alors je m'attends à une immersion émotionnelle dans un roman. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce cadre-là, il n'est pas rigide, que cette théorie de la réception, ça suppose des interprétations plurielles, mais pas arbitraires, parce qu'évidemment, on ne peut pas non plus faire dire tout à la lecture. Par exemple, on ne peut pas considérer que Madame Bovary, c'est de la science-fiction. Il y a des choses qu'on ne peut pas interpréter de cette manière-là. Je veux bien que tu continues. Alors du coup, là, moi, je vous avais annoncé quelque chose sur la médiation par le livre. Et donc, c'est pourquoi je vous ai parlé du pacte de lecture, parce que précisément, la médiation par le livre, elle est intimement liée avec la notion de pacte de lecture. La médiation, c'est quoi? C'est un processus entre deux éléments pour permettre cette relation entre ces deux éléments, cette relation qui ne serait pas immédiate. Et donc, médiation philosophique et pacte de lecture sont intimement liés parce que la manière dont un texte philosophique est médié, par sa forme, par son style, son dispositif éditorial ou pédagogique, ça détermine en grande partie le type d'engagement et la posture que le lecteur est amené à adopter vis-à-vis du texte. Du Mathieu. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la médiation, c'est pas un simple instrument, c'est pas simplement quelque chose qui permet quelque chose, mais ça rend possible un accès au sens et ça rend possible même sa construction, la construction de ce sens-là. Le sens, il n'est pas présupposé, il n'est pas figé, il n'existe pas avant la médiation, en fait. Notamment parce que c'est aussi le lecteur à la réception qui va aussi créer ce sens. Et donc, la médiation, on peut en parler en matière de connaissance, en matière de langage, en matière d'éducation, de philosophie précisément ici. Et donc ici, la médiation, ça ne se contente pas de transmettre un contenu sans le changer, mais ça conditionne et ça transforme la relation entre le sujet et l'objet. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le contenu, le sens, il n'existe pas indépendamment de sa médiation, que la médiation, elle influence la réception et l'interprétation, et que la médiation, elle transforme l'expérience du lecteur ou de l'apprenant. Et surtout,
que la médiation n'est pas neutre. Et ça, c'est ce qui m'intéresse de vous présenter aujourd'hui. C'est tous les présupposés, tous les choix qui sont sous-jacents à la médiation. Alors, qu'est-ce que ça implique comme choix, la médiation? Déjà, ici, pour la médiation philosophique, ce qui est considéré comme philosophique. Selon la définition qu'on donnera de la philosophie, eh bien, on aura tel type de médiation, pardon. Ça implique des choix sur la manière dont la pensée peut être suscitée, sur le type de rationalité qui est visée, sur la posture de l'auteur, du lecteur ou du participant, et sur la dimension philosophique même du médium, c'est-à-dire son style, son genre, la présence d'illustrations ou pas, le paratexte, etc. Donc en fait, tous les choix qui sont faits de manière éditoriale, en fait, reposent en fait sur ces présupposés, sur ces choix sous-jacents. Alors, comme je vous disais, une médiation philosophique, ça repose sur un choix de ce qu'on considère comme philosophique ou pas. Et donc, si on envisage la philosophie comme une discipline historiquement constituée, avec un corpus, avec des auteurs, des thèses, des problématiques particulières, eh bien, on aura un tel type de médiation philosophique qui aura pour charge de transmettre ce contenu disciplinaire. Si en revanche, philosopher, on considère que c'est argumenter, conceptualiser, problématiser, ou la mise en œuvre d'habiletés de pensée, eh bien alors la médiation ici, elle aura pour but de permettre d'entrer dans ces gestes intellectuels. Si l'on envisage la philosophie comme une attitude, étonnement, doute, réflexion, eh bien là, dans ce cas-là, on aura une médiation qui cherchera à susciter cette attitude, à créer cette disposition. Et donc, vous voyez bien qu'ici, selon la définition qu'on aura de la philosophie, eh bien, ça aura une incidence sur le rôle du lecteur, sur le choix du médium, par exemple aussi sur la présence ou pas d'image. Est-ce que l'image devient un obstacle ou un levier pour philosopher, par exemple? Alors là, je vous ai mis, on va pas avoir le temps de regarder en détail, mais vous pourrez, je peux transmettre mon PowerPoint si ça vous dit, hein. Ici, j'ai un peu essayé d'établir le type de rationalité qui est visé quand on écrit soit un dialogue, soit un traité, soit un essai, soit un discours, soit un conte philosophique, par exemple à la Voltaire, ou des aphorismes à la Nietzsche. Eh bien, ici, c'est l'idée que il y a une certaine rationalité qui est visée, qui est pas du tout la même. Par exemple, dans un dialogue, c'est plutôt une rationalité qui va être dialectique, où la vérité se construit dans l'échange, dans la confrontation d'idées, alors que par exemple, si je prends le conte philosophique, on va être plutôt sur une rationalité fictionnelle et critique, pensée par l'image, l'ironie, etc. De même, l'essai de Montaigne, qui est un texte magnifique, eh bien, on est dans une pensée en mouvement, ouverte à l'incertitude, beaucoup plus que dans un traité systématique, vous voyez. Et donc, finalement, encore une fois, le genre utilisé, la médiation qui est utilisée ici par l'auteur, le philosophe, elle n'est pas neutre du tout, parce qu'elle véhicule en elle-même un type de rationalité. Je veux bien que tu passes, s'il te plaît, Mathieu. Et donc, chose supplémentaire, encore une fois, en plus de la définition de la philosophie, du type de rationalité qui est visé, eh bien, il y a aussi le style qu'on utilise dans la médiation. C'est aussi un choix philosophique. Et alors là, je voulais vous partager quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, encore une fois, c'est Martha Nussbaum qui nous donne cette idée-là. La question du style, elle a déjà été abordée, par exemple, par Deleuze dans Mille plateaux ou dans son abécédaire. Quand vous allez à la littérature, vous trouvez des choses très intéressantes sur le style. Vous avez un livre aussi qui s'appelle Le style des philosophes qui est très intéressant. Mais moi, vraiment, c'est la thèse de Martha Nussbaum qui me plaît sur cette question-là, parce qu'elle considère qu'un choix stylistique, ça traduit une vision du monde, de la rationalité et de la condition humaine. Elle dit la chose suivante, je ne vais pas forcément tout lire ici, mais elle dit « Le style formule lui-même ses propres exigences et exprime ce qui compte ». Ça, elle dit ça notamment dans La connaissance de l'amour, mais elle en parle aussi beaucoup dans La fragilité du bien. Elle dit, parce qu'en fait, dans La fragilité du bien, elle parle d'un côté la philosophie avec Platon, et puis de l'autre les tragiques, les auteurs de tragédies grecques. Et elle dit, en fait, les deux, ils essayaient de parler de la même chose, mais ils n'utilisaient pas le même style. Et en fait, un choix stylistique, c'est un choix philosophique. Elle dit, le style de Platon n'est pas neutre par rapport au contenu. Il est étroitement lié à une conception bien précise de la rationalité humaine. Et, dit-elle ensuite, si l'on écrit avec un style philosophique conventionnel, ce style lui-même est une indication de ce que l'on considère comme important. Cela vaut donc la peine de se demander comment écrire si l'on prend les idées de vulnérabilité et de fragilité humaine au sérieux, et si l'on croit que les poètes tragiques avaient quelque chose à dire par la forme qu'ils ont choisie, en plus du contenu de leur œuvre. Et alors ça, je trouve, c'est quand même assez incroyable comme idée, c'est-à-dire que en fait, elle dénonce le fait que derrière un style très conventionnel, très basé sur
éliminer le particulier, le singulier, mettre de côté les émotions, etc. Eh bien, en fait, eh bien, ça met de côté, ça ne prend pas au sérieux les idées de vulnérabilité et de fragilité humaine, par exemple la complexité face au réel, etc., etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma démarche. Alors, bah, parmi les autres choix aussi, dans la médiation, bah, il y a la posture de l'auteur, la posture du lecteur. L'auteur, c'est quoi? C'est un maître en philosophie, l'auteur du livre qu'on va écrire? Est-ce que, c'est quelqu'un qui doit guider, le lecteur? Est-ce qu'il doit exposer un contenu, une démarche que le lecteur doit s'approprier? Est-ce que finalement le lecteur est un réceptacle, un être à modeler? Et Dieu sait si la modélisation est importante chez Lippmann, par exemple. Est-ce qu'un livre écrit pour philosopher est-il le plus à même de faire philosopher? C'est un peu ça ma question centrale. C'est-à-dire qu'est-ce que l'intention, est-ce que l'auteur, le philosophe, est-ce que le thème, la question qui serait, propre au corpus philosophique, est-ce que c'est le plus à même de faire philosopher? Et donc ici, ce que je voudrais voir avec vous aussi, c'est cette idée que je trouve intéressante, que j'ai lu dans un article de Sébastien Charbonnier, où il explique qu'il faut se méfier dans la médiation par le livre de la didactisation et de l'allégorisation. Alors pourquoi? La didactisation, c'est quoi? Ben, en gros, c'est quand l'auteur veut faire passer un contenu philosophique grâce à cet art, un art qui serait supposé plus facile d'accès. Vous voyez, l'album jeunesse, ah, c'est plus facile d'accès, la BD, c'est plus facile d'accès, le manga, c'est plus facile d'accès, etc. La didactisation, ce serait l'idée que l'album serait un relais didactique de la philosophie. Et donc, le problème ici, c'est qu'il y a aussi une conception très infantilisante de l'album, par exemple. L'idée que on utilise quelque chose de plus accessible, mais le contenu, en fait, est déjà présent, est déjà là, est déjà figé, et on se contente de le transmettre. Et donc ici, en fait, dans les deux cas, les deux dérives, en fait, de la didactisation et l'allégorisation, c'est qu'on est vraiment dans l'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'on est... ah, j'ai oublié de parler de l'allégorisation, pardon. L'allégorisation, c'est quand on projette sa propre culture sur un médium déjà existant. Donc, par exemple, on va dire, en fait, Matrix, c'est Descartes, c'est le cogito. On va dire, en fait, tel livre, c'est ça, en fait. En fait, il fait de la philosophie, mais sans le savoir. C'est l'effet Jourdain, vous voyez. Et donc, dans les deux cas, comme je disais, la dérive, l'écueil, c'est l'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui est vraiment intéressant et ce qui est vraiment important pour moi, c'est que la forme en tant que telle, l'objet même en tant que tel, n'apporte rien, en fait, ne compte pas. C'est-à-dire que ça aurait été sur un autre support, ça aurait été avec un autre style ou un autre genre, ça ne changerait pas, puisque de toute façon, le but, c'est que ça transmette un truc qui existe déjà. Et donc, ici, vraiment, ce qui est un écueil en fait de ces deux démarches-là, c'est que ça rend accidentelle la forme du discours en fait. C'est-à-dire que c'est contingent quoi. Ça ne participe pas à l'expérience philosophique elle-même. Je t'avance, s'il te plaît. Et donc, voilà, l'idée majeure à laquelle je voulais arriver, c'est que pour moi, le médium, c'est une manière singulière de philosopher. Et donc, la question derrière tout ça, c'est est-ce que le médium, il apporte quelque chose philosophiquement? Est-ce qu'on pourrait le dire ailleurs et autrement sans rien perdre? Est-ce qu'on perdrait quelque chose si le livre était différent? S'il était d'un autre format, s'il n'avait pas d'illustration, s'il était en bande dessinée ou en album ou en manga ou en roman? Est-ce que ce serait différent comme expérience philosophique? Et donc ici, la question, c'est l'effet de questionnement philosophique sur le lecteur est-il solidaire du médium ou est-ce que ça survit à la conservation du texte seul? Si on garde que le texte, est-ce que c'est tout autant philosophique, voyez? Est-ce que la forme elle est contingente pour produire l'effet philosophique? Est-ce que la matérialité du livre, son format, ses illustrations, sa typographie, est-ce qu'elle peut constituer tout ou partie de l'expérience philosophique elle-même? Voilà, c'est un peu cette question-là que j'ai envie de voir avec vous et je vais essayer d'élaborer cette hypothèse et d'essayer de vous démontrer que c'est le cas. Alors là, je vous montre quelques petites choses qui existent déjà. On a la chance d'avoir énormément de collections philo dès l'enfance, philo pour enfants, philo avec les enfants. Et donc justement, vous allez retrouver ici différentes choses que je vous ai mentionnées. Alors,
pour moi, tout est bien, hein. C'est pas la question, c'est pas de bannir certaines collections, de dire que c'est pas bien, c'est juste que c'est pas dans cette, forcément dans cette dynamique-là que je m'inscris. Donc par exemple, vous avez des collections à visée didactique, clairement didactique. À quoi on le voit? Bah, on le voit au fait que le thème est annoncé dès la couverture. Vous avez les questions des petits sur la mort. C'est trop beau ou le rêve et la réalité. Si on prend la collection des goûters philo, voyez, là, c'est à chaque fois, c'est annoncé, c'est ce thème-là qu'on va aborder, et finalement, il n'y a pas de suspense, hein, il n'y a pas de co-construction du sens avec le lecteur. Il sait à quoi s'en tenir, c'est ça qu'on veut lui proposer. Continue. Alors, vous voyez par exemple un détail de ce genre d'ouvrage. J'ai pris une page en particulier, hein. Par exemple, là, c'est quoi la violence? Et puis on a une double page où quand je sens qu'on ne m'aime pas et qu'on me trouve nulle. Donc, est-ce que là, l'illustration ajoute quelque chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, là où ce qui m'intéresse, c'est les questions qui sont en dessous. Est-ce qu'on t'aimera plus si tu deviens violent? Tout le monde peut-il s'aimer? Ne te sens-tu pas encore plus nul en devenant violent, etc. En fait, les questions, elles sont données. C'est-à-dire que ces questions, c'est pas des questions que les enfants se posent, c'est des questions qu'on leur donne. Donc, vous voyez, c'est très guidé. Et donc, en tout cas, là, le lecteur peut avoir le sentiment qu'effectivement, qu'on le tient par la main et qu'on lui dit les questions qu'il faut qu'il se pose. Continue. Alors, vous avez d'autres types de collections qui sont plutôt à visée informative, et là, on est plutôt sur la collection de la philo comme un corpus de connaissances, d'auteurs, de thématiques, de problématiques. Donc, vous avez par exemple la très belle collection des petits Platons. Vous avez un ouvrage comme Les vrais sages sont des rebelles qui est magnifique aussi, avec finalement, on découvre les théories des penseurs. Vous avez aussi toute la philo en BD, avec notamment l'autrice Gasparov, Martin Gasparov, qui est vraiment génial aussi, mais alors on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt informatif, où finalement l'idée c'est de transmettre aussi des théories de l'histoire de la philosophie. Vous avez aussi la collection Philonimo, alors là, je dirais qu'un petit peu entre les deux, avec la catégorie suivante, les récits dont je vais vous parler, parce que là, effectivement, c'est une collection qui se base sur les figures animales qu'on trouve dans les textes philosophiques, chez les grands auteurs philosophiques. Mais déjà, le texte est réécrit, et puis il y a un travail aussi sur le médium avec les illustrations. Donc, c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la transmission de textes philosophiques, mais aussi dans la troisième catégorie, qui sont les récits, que tu vas mettre maintenant, Mathieu. Bah non, là je vous ai mis autre chose en attendant, c'est-à-dire des mangas. Je sais pas si vous connaissez cette collection, mais que je trouve incroyable aussi, où là aussi on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire à la fois à une visée informative, c'est-à-dire qu'on a l'Émile de l'éducation de Rousseau, on a d'ailleurs, ça nous donne une sacrée image de Rousseau, vous voyez, quand on voit la femme sur la couverture, on se dit tiens, qu'est-ce qui va se passer? Bon. Mais en même temps, c'est quand même des récits, c'est-à-dire à chaque fois, c'est des histoires de personnages à qui il arrive quelque chose, à qui on peut rapporter les thèses principales des auteurs initialement. Donc, on est un petit peu entre les deux. De toute façon, la typologie que je viens de vous faire, elle est comme toute typologie, elle est un petit peu réductrice. Ça veut dire qu'il y a forcément des collections qui se situent dans les marges et qui se situent dans les entre-deux. Hein. Mais c'est surtout pour comprendre un petit peu ma démarche que je vous ai montré ça. Donc, troisième catégorie, les récits, justement. Là, c'est des collections qui cherchent à proposer non pas une transmission de contenu philosophique, non pas une démarche didactique où on guide et on modélise finalement, où on montre ce que c'est qu'une enquête philosophique ou ce que c'est qu'une communauté de recherche philosophique. Non, là, on est vraiment dans des récits, des personnages à qui il arrive des choses, et où la complexité du réel finalement est questionnée grâce à ces personnages à qui il arrive des choses. Donc moi, c'est dans cette catégorie-là que je m'inscris, dans celle des récits et dans celle de la littérature finalement qui fait penser. Et puis continue, Mathieu. Et donc voilà, on passe à la deuxième partie de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire finalement, à partir de ces réflexions-là, comment on peut concevoir une collection philosophique dès l'enfance. Alors d'ailleurs, au passage, vous voyez, je dis dès l'enfance, c'est pas pour enfants ni avec les enfants, parce que les livres que j'essaie de faire, je considère qu'ils sont pour tout le monde, c'est-à-dire c'est pas seulement pour que ce soit plus accessible pour les enfants, c'est pas non plus pour que ce soit quelque chose qui soit destiné aux enfants, mais au contraire, je prône l'intergénérationnel à fond, et pour avoir expérimenté pas mal d'ateliers
justement intergénérationnelle à partir des livres de la collection. Les enfants avaient beaucoup de choses à apprendre aux adultes, notamment dans l'interprétation du livre et des images, parce qu'on oublie de lire, d'apprendre à lire des images quand on est grand. Et c'est quelque chose qui disparaît, hein. Vous avez vu, nos livres d'adultes, il n'y a plus d'images, à part les bandes dessinées, heureusement. Mais sinon, on a de moins en moins d'images, alors qu'en fait, c'est extrêmement riche. Alors, je veux bien que tu passes à la suite. Alors, évidemment, quels défis se sont posés à moi? Bah, en fait, je me suis rendu compte que derrière la création d'une collection philo dès l'enfance, bah, il y avait des choix épistémologiques, des choix esthétiques, éthiques et politiques. Mais tout ça entremêlé. Parce que finalement, à partir du moment où j'ai une certaine conception de ce que c'est que philosopher ou de type de rationalité, bah, ça implique aussi des considérations éthiques en fait du lecteur à qui le public visé, la cible, et donc aussi tous ces choix-là, bah, ça a des répercussions sur l'esthétique et sur ce que c'est être aussi un lecteur à qui on reconnaît des droits. Et donc ici, finalement, c'est une conception de la médiation philosophique qui implique une conception de l'enfant lecteur, mais ce pas seulement de l'enfant, comme je viens de vous dire, hein, du lecteur en général, mais aussi de l'auteur et du médiateur. Et donc, je propose un peu ces termes. Finalement, on parle souvent d'interlocuteur valable en philo avec et pour les enfants. Là, je vais parler de lecteur valable, dont on reconnaît l'autonomie interprétative, des auteuristes et des médiatoristes ignorants. On parle souvent de maître ignorant, hein, aussi en philo avec et pour les enfants. Là, ce serait à la fois celui qui a écrit le livre et celui, moi-même, qui suis ignorante, et les animateurs qui utilisent ces livres-là, qui sont aussi des maîtres ignorants. Et donc, l'idée, c'est de s'opposer à l'idée que je vais vous dire ce que veut dire le livre. Vous voyez, à vous les enfants, je vais vous lire le livre et puis on va décrypter déjà le sens du livre qui serait présupposé avant toute lecture et avant toute co-construction du sens avec tout le monde. Et puis, finalement, l'idée que le lecteur valable, il est capable de me donner une nouvelle appréhension du livre, une nouvelle compréhension du livre, un nouveau sens qui va beaucoup m'apporter. Bon, je l'ai vraiment expérimenté, hein, parce que aussi quelque chose auquel je tiens énormément dans ma collection, c'est de faire des ateliers en fait, clairement à partir des livres. Par exemple, là, je viens de faire une série d'une dizaine d'ateliers à partir de L'Arbre et le Mur, le dernier qui est sorti. Je vais vous le présenter après. Et pour tester en fait, pour voir si les hypothèses que j'élabore en créant les livres, elles se confirment ou pas. Est-ce que les endroits où j'avais espéré créer de la pensée, susciter de la pensée, est-ce que ça se passe ou pas? Et comme ça, ça me permet de confirmer ou pas les hypothèses de création. Alors voilà, et puis donc c'est aussi cette idée que moi je parle de lecture inverse, on parle de pédagogie inverse aussi. Je ne sais pas si Christophe Point est là aujourd'hui, mais il a écrit un très beau article sur la pédagogie inverse dans un manuel de didacte philo. Et donc là, c'est une lecture inverse, c'est-à-dire c'est pas l'auteur qui va lire aux autres son texte, c'est les lecteurs qui vont lire à l'auteur son texte, c'est-à-dire lui dire voilà ce qu'il veut dire ton texte en fait. Et donc aussi parce qu'il y a une possibilité de lecture plurielle, et ces lectures plurielles naissent de la rencontre entre les individus, donc déjà entre les auteurs et moi-même, entre moi-même et les auteurs, entre moi-même et les lecteurs, entre les lecteurs entre les futurs médiateurs et médiatrices, et les lecteurs, etc., etc. Et puis le lecteur avec lui-même aussi, hein, avant toute chose. Et dernière chose aussi, parmi les principes un peu, je dirais, politiques, après on revient juste avant, qui sous-tendent un peu ma collection, c'est l'idée d'un droit aussi à ne pas philosopher. C'est-à-dire que les livres que j'ai envie de créer dans cette collection, je veux qu'ils soient aussi autosuffisants. Ça veut dire que si j'ai pas envie de m'en servir pour philosopher, je ne philosophe pas après tout. J'ai le droit de pas le faire. Et donc là, je renvoie au droit du lecteur de Daniel Pénac, qui est vraiment incroyable aussi. Vous avez les 10 droits à côté. Et donc, je rajouterais le 11e, le droit à ne pas philosopher à partir du livre aussi, si je n'ai pas envie. Vous voyez que c'est beaucoup plus difficile quand on a un truc très didactique, parce que vu que les questions sont posées, je peux pas y échapper, quoi. C'est-à-dire, je peux pas m'évader et essayer de faire autre chose avec le livre que me poser des questions philosophiques très sérieuses. Continuons. Alors là, je voulais vous montrer aussi un livre qui est absolument génial, Picture Books, Pedagogy and Philosophy de Haynes and Morris, dans lequel là j'ai traduit, pas forcément de façon très impeccable parce que je suis pas du tout bilingue, mais je vous ai extrait 2 pages de ce livre dans lequel en fait on retrouve des critères pour choisir les albums pour philosopher avec les enfants.
Et donc, il y a des critères épistémologiques, des critères esthétiques et des critères éthiques et politiques, et qui sont vraiment pareil, qui me portent énormément. Et on trouve pas mal de choses que je défends aussi dans ma collection. Mais on n'a pas le temps de les regarder. Mais je vous les ai mis comme ça, vous pouvez les voir. Donc en gros, si je résume, les choix éditoriaux pour la collection Sages comme des images, eh bien, c'est que ce soit des récits, des albums autosuffisants, quand je viens de vous dire. On a le droit de faire autre chose avec le livre si on veut. On peut avoir une lecture totalement désintéressée. C'est des albums aussi, quand je dis autosuffisant, ça veut dire que j'ai pas forcément besoin d'un guide qui va me dire comment il faut comprendre le livre et comment il faut se questionner sur le livre. Très important aussi dans ma collection, c'est qu'il n'y a pas de commande éditoriale en termes de messages ou de thématiques. C'est-à-dire que je n'attends pas, je ne fais pas des appels à illustration ou à auteur en fonction des thèmes. C'est-à-dire, je voudrais quelqu'un qui m'écrive un truc sur la vérité, ou je voudrais quelqu'un qui m'écrive un truc sur le bonheur, parce que c'est pas l'entrée par les thèmes qui m'intéresse, c'est l'entrée par des récits, en fait. Je veux des récits qui me posent des questions. Et d'ailleurs, les 3 premiers peuvent être rejoints sur des thématiques. C'est pas du tout impossible. Et c'est vraiment le récit d'abord et le thème, ça vient ensuite. Et d'ailleurs, il y a des enfants qui voient d'autres thèmes que ceux auxquels j'avais pensé ou imaginé à la lecture des manuscrits. Autre chose importante, des histoires sensibles, donc vraiment basées sur le sensible et l'émotionnel, qui suscitent l'étonnement, qui autorisent plusieurs interprétations et qui initient une lecture enquête. Parce que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui me tient à cœur, vous allez voir tout de suite après, d'un point de vue justement épistémologique, je veux que la lecture soit une enquête. Je veux que les lecteurs soient des fouineurs attentifs et que les illustrations et les textes leur permettent d'être des fouineurs, justement, de chercher, de se poser des questions. Collection pour petits et grands, c'est d'où le dès l'enfance, hein. C'est-à-dire que c'est pour les petits, mais pas seulement. Les grands peuvent tout à fait déjà s'éclater en lisant et puis trouver des choses à penser. Et puis, il y a aussi des ressources que je crée à côté des albums qui, là, sont pour continuer la lecture, mais pas seulement sur la philosophie, mais aussi sur la créativité, sur des aspects aussi parfois plus scientifiques, c'est-à-dire essayer de comprendre certains aspects de l'ouvrage. Mais ça, c'est des compléments et c'est encore une fois pas du tout obligatoire par rapport à la lecture des livres. Alors, je reviens à la question de la lecture enquête. Là, je m'ancre vraiment dans le pragmatisme de Dewey. Qu'est-ce qui, pour moi, est important? Qu'est-ce qui fait philosopher? C'est quelque chose qui initie une enquête. Et donc, ce sont des situations indéterminées. Je vous mets 2 citations ici. La pensée trouve son origine dans des conflits particuliers, dans l'expérience qui occasionne perplexité et trouble. Les hommes ne pensent pas quand ils n'ont pas d'ennui à affronter, pas de difficultés à surmonter. Et ces obstacles, ces résistances, au lieu d'être des vecteurs d'impuissance et de paralysie, le doute et le scepticisme nous donnent l'occasion d'améliorer les méthodes de l'enquête. Donc en fait, ici, ça va être tous ces textes résistants, ces textes proliférants qui vont susciter des enquêtes de la part des lecteurs et qui vont initier justement une démarche philosophique. Et donc ma question, derrière ma démarche éditoriale, c'est par quels moyens éditoriaux cultiver l'étonnement et initier chez les lecteurs une enquête? Et donc, tout ça, ça s'ancre dans les caractéristiques de l'album. Justement, ces caractéristiques qui seraient génératrices d'enquête. Alors, pourquoi elles sont génératrices d'enquête? Parce que déjà, il y a plusieurs choses. Vous avez déjà dans l'album, il y a la place centrale de l'image. Et donc ici, c'est aussi utiliser autre chose que les mots pour entrer dans cette enquête, dans ce philosopher, dans ce questionnement. C'est quelque chose qui est affirmé et c'est aussi une approche sensorielle, une approche émotionnelle, peut-être aussi qui renvoie à ce dont je parlais à propos de la vulnérabilité tout à l'heure avec Nathan Nussbaum. Autre chose très importante dans l'album, c'est cette double narration, voire triple, parce qu'il y a aussi le support, c'est-à-dire le texte, l'image, et puis le support en général, qui pourrait finalement être des systèmes sémiotiques différents, mais qui coexistent en même temps. On parle aussi d'iconotexte. Et donc ici, vous voyez, le texte, l'image, voire le support, ils forment des récits parallèles, et qui, par leur non-dit, par leur interaction, alors ça peut être symétrique, ça peut être complémentaire, voire ça peut être aussi du contrepoint, ça veut dire il peut y avoir une contradiction entre texte et image, ça crée des situations d'indétermination qui sont propices à la réflexion du lecteur. Même chose, là, je m'inspire de Christine Tauvron qui dit que certains livres, ils vont jusqu'à programmer des ambiguïtés de compréhension, ce qu'on appelle des textes résistants, et des ambiguïtés d'interprétation.
ce qu'on appelle des textes proliférants. Et donc justement ça crée de l'étonnement, ça crée des situations d'indétermination. Alors évidemment, le format aussi de l'album, sa taille, par exemple, plus petit, peut-être une réflexion plus intimiste, plus grand, quelque chose de plus, peut-être une pensée plus élargie, qui sait, l'orientation, que ce soit à la française ou un format horizontal ou un format vertical. Le rythme de la lecture, la tourne des pages aussi, ça joue. Et la manipulation de l'album aussi, s'il y a par exemple des flaps qu'on peut tourner, etc., etc. Je vais accélérer un petit peu pour pouvoir vous présenter les choses. Donc là, je vous ai mis pareil un tableau qui est tiré d'un article de Joris Tiednas sur Dewey et sur l'expérience, et notamment sur les situations d'indétermination où il se base sur Dewey, où il y a l'étonnement, le manque, la surabondance, l'embarras, l'instabilité, la contradiction, la confusion, l'obscurité. Et pour moi, il y a vraiment un parallèle entre ce que l'auteur Tauvron, dont je vous parlais juste avant, dégage comme caractéristique des textes qui, justement, suscitent l'interprétation et le questionnement et l'étonnement, et ce que ici Dewey met en évidence, les différentes sortes en fait de situations d'indétermination. Je vais vous en parler après parce que je vais vous mettre des illustrations à partir de ma collection. Alors ça, je vais passer parce que je ne vais pas avoir le temps. Ça, je veux bien le dire. Alors, le processus de lecture peut être représenté par un cercle herméneutique, où que nous commencions la lecture par le verbal ou le visuel, cela crée des attentes envers l'autre aspect, qui en retour produit de nouvelles impressions, de nouvelles attentes. Alors ça, c'est vraiment crucial dans l'album. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'iconotexte, c'est-à-dire de ces récits parallèles et qui communiquent ou se contredisent, eh bien, en fait, ça fait faire quelque chose au lecteur. Ça le fait voyager, passer du texte à l'image, de l'image au texte, revenir, confirmer son interprétation, confirmer ses hypothèses. Et ça, c'est vraiment crucial. Ensuite, je veux bien que tu passes. Même chose intéressante aussi chez Neudelman, qui est un spécialiste de la littérature jeunesse. Il dit, si nous y regardons bien, en fait, les mots dans les albums nous disent toujours que les choses ne sont pas simplement comme elles apparaissent dans les images. Et les images nous montrent toujours que les faits ne sont pas exactement comme les mots les décrivent. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est une façon d'illustrer ce décalage qu'il peut y avoir entre texte et image et qui crée cette indétermination et qui suscite l'enquête. Pourquoi ça ne va pas ensemble? Pourquoi c'est pas simplement le décalque du texte, l'image? Vous voyez, c'est ça là aussi où l'album, c'est pas la même chose qu'un texte illustré. Hein, c'est pas simplement un décalque du texte. Je veux bien que tu continues. Et donc, là, je vais essayer de vous montrer des exemples dans les 3 albums qui sont sortis de la collection Sages comme les images. Images, pourquoi Sages comme les images? Parce que précisément, comme l'image est centrale dans l'album, eh bien, c'est la sagesse des images, c'est-à-dire les images qui nous font nous poser des questions, qui nous font réfléchir et philosopher. Et donc, c'est le contre-pied de l'expression Sages comme les images, être bien docile et être bien obéissant, hein, évidemment. Et donc, ici, vous avez les 2 premiers albums qui sont Juste un caillou et Moi Monde. Donc 2 albums qui sont sortis donc en 2022 et en 2023. Et là, je vais vous montrer des exemples tirés de ces 2 albums pour illustrer les catégories de Dewey dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez voir. Donc, par exemple, d'abord, Juste un caillou, qui est illustré par Chloé Lauré et Vanessa Mouret, et écrit par Vanessa Mouret-Sonerano. Vous avez ensuite des exemples. Vas-y, Mathieu. Donc, par exemple, vous avez à un moment donné, là, en fait, à chaque fois, c'est les doubles pages qui se succèdent comme ça. C'était ce que j'ai trouvé le plus pratique pour vous montrer les choses, mais évidemment, normalement, c'est des pages qu'on tourne comme ça. Hein. Donc, vous avez la première double page ici où on voit un enfant qui est dans sa chambre. Ensuite, la double page suivante où on voit un zoom sur sa commode. Et la troisième double page où il y a un dialogue avec simplement un zoom sur la pierre à droite. Et tout de suite, la première chose qui vient dans la bouche des enfants ou de la bouche de tous les lecteurs quand ils lisent le livre, c'est qui parle. Parce que là, on a seulement l'enfant qui est tout seul dans sa chambre, donc s'il parle, il parle tout seul, ou il fait un dialogue tout seul, c'est bizarre. Et puis en même temps, la double page d'avant, c'était des pierres. Donc est-ce que c'est les pierres qui parlent? Est-ce que les pierres, ça parle après tout? Est-ce que ça pourrait parler? Et puis il y a aussi cette double page où il y a, juste avant, où il y a la pierre qui est isolée par rapport au tapis. Pourquoi elle est en dehors du tapis? Donc vous voyez, parfois, la double page toute seule se suffit aussi, elle peut ne pas avoir de texte. Là, je vous parlais du dialogue entre texte et image, mais parfois la double page elle-même, je trouve que c'est très fécond aussi pour poser des questions.
Bon, voilà, on a par exemple une illustration à la fois de l'étonnement et du manque. Il nous manque des informations pour savoir qui parle. Est-ce que ça peut vraiment être les pierres? Mais c'est bizarre. Pourtant, on est dans. Là, vous voyez, le pack de lecture, c'est que dès le début de l'album, on est dans un truc réaliste. On ne s'attend pas à quelque chose qui serait de la science-fiction où des robots, des monstres ou des pierres pourraient parler. Normalement, les pierres ne parlent pas dans cet album-là. Et là, en l'occurrence, elles se mettent à parler. Donc, il y a cet étonnement et il y a ce manque d'informations. Continue. Là, on a cette double page-là qui est un enchaînement de cases, vous voyez, et un peu à la manière d'une bande dessinée. Et puis juste après, on a cette double page-là. Mathieu? Cette double page-là. Et donc, on se dit, mais comment on passe de l'une à l'autre? Simplement en tournant la page, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on arrive à ça? Pourquoi on n'enchaîne pas directement avec le récit tel qu'il était? Donc, pareil, faire des ruptures dans le récit, faire des flashbacks, évidemment, ça vous connaissez, bah, ça crée aussi du questionnement. Et donc, en fait, l'idée, c'est pourquoi on passe de ça à ça? Qu'est-ce qui a généré qu'on arrive à cette double page-là? Et donc, souvent, bah, il y a un retour en arrière, on regarde, qu'est-ce qu'il y avait avant? Pourquoi on arrive à ça? Et donc, c'est ça aussi, cette manipulation du livre dont je vous parlais tout à l'heure. Continue. Voilà, donc là, on a une exemplification de l'étonnement et de la surabondance. Surabondance d'informations, d'où ça vient, etc. Là, on a une contradiction texte-image où, par exemple, l'enfant en vient, son père est en train de remettre des pierres et son père lui dit qui servent à tous, c'est toi qui vois, et lui répond il n'y a rien à voir. Or, quand on regarde la page à côté, l'illustration, il y a bien des choses à voir. Donc ici, il y a une contradiction entre ce qui est dit et ce qui est vu, entre le visible et le dit. Continue. Alors maintenant, on va passer avec des exemples dans Moi Monde. Par exemple, là, vous avez, si tu veux bien passer, encore une fois, l'illustration de ce qu'on pourrait appeler le manque, une situation d'indétermination. Là, l'album commence par « Je suis venu au monde dans un pays inconnu ». Inconnu de qui? Inconnu de où? Où est ce pays? Quel est cet être sous une feuille? En fait, là, il nous manque des informations et donc forcément, ce manque d'informations suscite l'interprétation et l'enquête. Ensuite, un autre exemple, bah là, la double page suivante, j'y suis entrée comme j'ai pu. Là, on a à la fois un embarras parce que on comprend pas, on sent bien qu'il y a une sorte, elle est énorme par rapport au reste de la pièce. Et puis il y a une contradiction texte-image parce qu'il y a une toute petite porte et elle est manifestement énorme. Elle peut pas être rentrée par la petite porte. Ensuite, vous avez cette idée que c'est la télé qui regarde et non pas la télé qui est regardée. Donc encore une fois, il y a une contradiction à la fois interne entre le texte et l'image, mais aussi au sein même de l'image. Un autre exemple encore, vous avez ici cette illustration, j'y ai trouvé des questions et le fait que par exemple il y ait deux chaussures différentes, bah, ça a suscité beaucoup d'interprétations différentes de la part des enfants. Là j'aurais pas le temps de le faire avec vous, mais pour vous me dire un petit peu ce que m'ont dit les enfants, c'est que certains y voyaient le père et la mère qui justement sont en surplomb par rapport à l'enfant et elle marche, ils disent elle marche dans les pas de ses parents. Et puis d'autres m'ont dit, bah, en fait, elle se pose des questions sur son identité de genre. Elle hésite, elle ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. D'autres ont proposé d'autres interprétations et en fait, ces interprétations sont cohérentes avec le livre. Et c'est aussi des interprétations qu'on n'avait pas anticipées, nous, en tant que l'auteur ni l'éditeur. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, ils nous ont appris des choses qui sont parfaitement en cohérence avec la thématique générale de l'album, avec les questions que se pose l'album. Et bah, clairement, moi, je suis sortie en me disant, mais j'ai compris quelque chose de l'album, en fait, grâce à eux. Donc voilà, je voulais un peu vous illustrer ça. Je continue. Là maintenant, des exemples tirés du petit dernier qui est sorti en novembre 2024, L'arbre et le mur. Donc cette fois-ci, vous voyez encore, là j'ai pas eu le temps de beaucoup développer, mais vous avez vu le changement aussi d'orientation qui est aussi signifiante. Hein. Prendre un livre en panoramique ou prendre un livre en vertical, c'est tout à fait différent. Alors des exemples avec L'arbre et le mur. Je vais pas avoir le temps de vous montrer ça, mais c'était pour vous illustrer en fait les changements de texte que je fais avec l'auteur en fait, parce que
le texte, je le reçois pas comme ça, je le retravaille avec l'auteur pour qu'il suscite justement ces indéterminations. Si vous voyez par exemple le dernier paragraphe à gauche, le mur avait pris quelques centimètres et faisait de l'ombre à l'arbre, le mur comprit ce jour-là que c'était de sa faute si l'arbre restait gris. Et si vous regardez juste à droite ce que j'ai demandé de transformer, le mur s'en étonna. Pourquoi l'arbre reste-t-il gris? Pourquoi ne donne-t-il ni feuilles ni fruits? Serait-ce à cause de moi? Donc là, transformer je savais que c'était moi qui avais machin en question, bah déjà ça ouvre la possibilité d'un autre sens aussi du texte. Peut-être c'est pas du tout la faute de l'arbre et peut-être qu'on peut imaginer d'autres hypothèses. Et c'est ça qui m'intéressait en fait comme transformation. C'était pour vous donner un petit peu un exemple aussi du fait que en fait le texte est toujours remanié et les illustrations sont toujours remaniées aussi. On continue. Parce que si vous avez l'occasion de regarder L'Arbre et le mur, vous verrez aussi qu'il y a un gros travail sur les points de vue, variation de points de vue pour justement sur les questions qui sont abordées dans le livre puissent aussi nous permettre d'aborder les choses selon différents points de vue. Donc ça me tenait à cœur. Ensuite, une autre idée, c'est la deuxième de couverture qui est toujours importante, la deuxième et troisième de couverture des albums. Souvent on les passe, alors qu'en fait il peut y avoir déjà plein de choses qui se passent à ce moment-là. Deuxième de couverture, c'est vraiment quand vous ouvrez la couverture, c'est ce qui est collé à la couverture en fait. C'est ça la deuxième de couverture. Et bien par exemple, il y a ça dans L'Arbre et le mur, et je peux vous dire que j'ai fait un atelier de 25 minutes là-dessus, sur cette double page, parce que lorsqu'ils ont lu la légende, alors déjà ils sont fascinés par ça, hein, ils regardent, ils imaginent ce que c'est, etc. Quand ils ont vu arbre à abattre, ça les a vraiment embêtés. C'est-à-dire qu'en fait, ils voyaient pourquoi ça allait. Il y a certains qui disaient, oui, mais si, mais regarde, sinon on ne pourrait pas mettre les maisons, et puis on ne pourrait pas créer le potager, etc. si on n'abattait pas les arbres. Et en fait, il y a tout de suite eu un questionnement sur, grâce à l'image, en fait, on symbolise, on visualise le virtuel, le potentiel. Est-ce qu'on doit faire ça, à votre avis? Vous voyez, finalement, on met en œuvre l'expérience de pensée du est-ce qu'on doit ou pas construire ça? Est-ce qu'on doit mettre en œuvre ce plan? Et il y a aussi toute cette question évidemment, ce que ça suggère aussi, la notion de planification par l'humain, qui est la seule en fait trace de l'humain dans l'album d'ailleurs. Hein. Ensuite, un autre exemple, là vous avez par exemple dans la double page juste en dessous, hein, le mur quant à lui était en pleine forme, chaque hiver il poussait de plusieurs centimètres, car oui c'est en hiver que les murs poussent. Alors vous voyez qu'ici, il y a un étonnement parce qu'en général ils font mes murs ça pousse, mais il y a quand même qui hésitent, hein. C'est-à-dire qu'ils font ah ouais ça pousse? Mais comment ça se fait que ça pousse? Et alors, donc là, tout de suite, on est dans les hypothèses. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire que ça pousse, etc. Enfin voilà. Et donc ici, c'est interne au texte. Là, c'est pas tellement l'illustration qui fait surgir l'étonnement. Hein. Parfois, c'est que dans le texte ou que dans l'image. Mais encore une fois, ça a été volontairement, délibérément créé pour créer de l'étonnement et de l'indétermination. Ensuite, alors celle-là, c'est peut-être ma double page préférée de l'album L'Arbre et le mur. En fait, vous avez dans la double page du haut, un petit arbre n'était pas loin de renoncer. Hein, c'est un petit arbre qui est en train de pousser, qui se prend plein de vent, et il va finalement, il risque d'être déraciné. Hein. Le mur et l'arbre qui sont les personnages principaux de l'album, ils assistent à la scène impuissants. Que pouvait-il faire? Il aurait voulu agir, mais cela lui paraissait impossible. Vous voyez, avant c'était le texte était cela était impossible, et là je vais faire ajouter cela lui paraissait impossible parce que peut-être que ce qu'on croit n'est pas le cas. Et puis, quant au grand arbre, 3 petits points. Et là, on tourne sur cette double page qui est absolument magnifique. Où là, l'idée, c'est le foisonnement, la surabondance d'hypothèses. Que va-t-il se passer pour protéger la petite pousse? Qui va permettre de protéger la petite pousse? Est-ce que c'est l'écureuil à droite qui va ramener des noisettes qui vont le parer du vent? Est-ce que c'est le bousier qui, en poussant sa petite bouse, va créer quelque chose qui va protéger du vent? Est-ce que c'est le grand arbre avec ses racines qui va pousser des cailloux pour protéger la petite pousse? Certains ont dit mais non, il veut pas la protéger, il veut la tirer vers lui pour la faire tomber dans le sol. Ensuite, il y en a qui ont dit c'est la petite taupe qui en fait va créer un mur. Donc en fait, c'est aussi pour illustrer cette interdépendance en fait du vivant, de montrer qu'il n'y a pas une cause qui déclenche quelque chose, mais qu'on est vraiment dans quelque chose qui est dans l'interdépendance, dans la multitude des relations, et que d'ailleurs il y a sortir un peu de ce dualisme entre la culture et la nature, mais que le mur finalement peut devenir aussi un peu vivant, hein, en poussant notamment, mais aussi en s'articulant de différentes manières et surtout en logeant du vivant.
Voilà un petit peu des exemples très rapides, je suis désolée, de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, je terminerai en disant que ma posture ici en tant que directrice de collection, bah, c'est à la fois une médiatrice entre l'auteur, l'illustrateur et l'enfant lecteur et l'adulte lecteur, bien évidemment. De curatrice, c'est-à-dire que, je suis là pour, comme un peu comme une curatrice d'exposition qui choisit des œuvres pour raconter, enfin dans un musée, hein. Bah, là, moi, je choisis des œuvres pour raconter, des histoires, je choisis des textes et des illustrations qui reflètent une certaine manière de faire de la philosophie, dès l'enfance. Et puis, bah, je suis aussi exploratrice de nouvelles formes de médiation philosophique, c'est-à-dire que je suis ouverte à plein de choses nouvelles et que je suis en perpétuel questionnement et que peut-être ce que j'ai dit aujourd'hui, eh bien, je le nuancerai plus tard. Je ne sais pas si je serai complètement contre, mais je pense que je le nuancerai parce que je suis toujours en chemin. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Je suis désolée d'avoir pris trop de temps, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Pas de souci, c'était, merci beaucoup, merci Charlie, c'était vraiment très intéressant, très riche. On aurait eu besoin de 3 heures, en fait. Il aurait fallu en faire 3. On pourrait te faire juste, un cycle de conférences à toi toute seule. Je pense qu'il y aurait de la matière à discuter, puis à t'écouter, puis à échanger pendant ces 3 heures-là, sans problème. Évidemment, on est encore face à tes grandes compétences d'oratrice. Aussi, c'est très ancré, c'est bien documenté, c'est riche en références. La typologie que tu proposes est vraiment super intéressante. C'est rempli d'humilité aussi parce que le nom de ta collection est apparu juste à la 40e minute de présentation. Fait que ça, j'ai trouvé que ça témoignait aussi de la personne que tu es, puis c'était super dynamique. Donc, ben, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ta présentation.